Le président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Ce matin, nous allons poursuivre avec l'interrogatoire de la partie civile M1. L'accusation aura la parole. Avant de laisser la parole à l'accusation, la Chambre demande maintenant au greffier de faire rapport sur la présence des parties. Le greffier. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Toutes les parties sont présentes, à l'exception de Yang Sari, qui participe depuis la cellule de détention. Yang Sari, par le biais de sa défense, a demandé à pouvoir se retirer du prétoire pour la journée. Il a déjà déposé le document de renonciation à la Chambre. Le témoin TCW 480 est présent et a prêté serment. Le président. La Chambre est saisie d'une demande de Yang Sari en date du 27 août 2012, demande par laquelle Yang Sari demande à pouvoir suivre les débats depuis la cellule de détention. Dr Lum Sivuta, médecin soignant des CETC, centre de détention, a examiné Yang Sari et a indiqué que l'accusé est fatigué et souffre de douleurs lombaires et recommande à la Chambre de laisser Yang Sari suivre les débats à distance. La Chambre note que Yang Sari a renoncé à son droit de participer directement à l'audience. Le médecin indique toutefois à la Chambre que Yang Sari peut suivre les débats, est mentalement apte à suivre les débats. Et donc la Chambre fait droit à la demande. Yang Sari peut donc suivre les débats depuis la cellule de détention par moyen audiovisuel pour le reste de la journée. Service technique, veuillez vous assurer que le lien audiovisuel entre le prétoire et la cellule soit établi, de sorte que l'accusé puisse suivre les débats depuis cette même cellule. La Chambre laisse maintenant la parole à l'accusation pour la suite de ses questions à la partie civile. La Chambre rappelle à l'accusation et aux autres parties rappelle donc aux parties de garder à l'esprit la portée du procès 002/1. Veuillez éviter de poser des questions qui ne portent pas sur les faits allégués dans l'ordonnance de clôture.
Cela permettra à la Chambre d'accélérer la procédure. La parole est à l'accusation. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, bonjour à tous et toutes, et bonjour à vous, Monsieur M. Eun. Je m'appelle Chan Dararasme. Je représente le bureau des procureurs. J'ai des questions à vous poser sur les événements précédant l'année 1975, c'est-à-dire la période d'avant avril 1975. Pouvez-vous dire à la Cour à quelle date vous avez rejoint la Révolution? La partie civile. Bonjour. Je pense que la réponse à votre question a déjà été donnée. J'ai rejoint la Révolution très jeune. Question. Je vous remercie. Dans le document, vous indiquez avoir rejoint la Révolution en 1969. Est-ce exact? Le procès verbal de votre audition devant les enquêteurs du juge d'instruction. Réponse oui. Question. Que saviez-vous du mouvement révolutionnaire à l'époque? Réponse. J'ai de la difficulté à répondre à votre question. Il me faut plus de temps pour répondre. La parole est à la défense de Khieu Samphan, dit le président. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour et bonjour également à Mesdames et Messieurs de la Chambre et à l'ensemble des parties. Je suis debout parce que à la question précédente, j'ai cru comprendre que Monsieur le co-procureur faisait référence à un document qui, en français, a été traduit par un procès-verbal devant les co-juges d'instruction. Or, a priori, il n'y a pas de procès-verbal de M. M. Eun devant les co-juges d'instruction. Donc, je voudrais savoir à quel document il a été fait référence pour que ce soit clair pour tout le monde. Je vous remercie. Le procureur. Je fais référence au document D22, barre 3963. Il s'agit du document d'information sur de la partie civile. Merci, j'aimerais maintenant passer à ma prochaine question. Quand vous avez rejoint la Révolution en 69, vous souvenez-vous des activités principales qui vous avaient été confiées? Que faisiez-vous? Réponse. Comme je l'ai dit, j'aimerais répondre en détail à vos questions, mais j'essaierai d'être bref. Mais peut-être devez-vous poser des questions précises sur un aspect particulier pour me permettre de répondre brièvement. Question. À propos du Parti communiste du Cambodge,
de quoi vous souvenez-vous à propos du parti? សាធារណៈទាំងអស់តោះនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ពីខាងដើមគោលការណ៍ Réponse. D'après mes connaissances, le Parti communiste a choisi des gens qui aimaient la révolution ou qui suivaient la doctrine rouge. Et ceux qui pouvaient contribuer au mouvement étaient choisis. Ceux qui pouvaient bien accomplir leurs tâches pouvaient être considérés comme progressistes et se joindre au mouvement progressiste. Il y avait d'autres personnes considérées comme progressistes, mais il y avait aussi une autre catégorie. À l'époque, moi, j'ai rejoint les ligues de la jeunesse. Question. Vous dites que le mouvement était fondé sur l'idéologie communiste. Vous souvenez-vous des raisons d'être du mouvement? Pourquoi a-t-il été créé? Réponse. Je ne savais pas ce qu'était le communisme et quel en était l'objectif. Au début, je pouvais voir que dans les bases, on avait créé une communauté pour appuyer le mouvement. Chaque foyer pouvait contribuer une poignée de riz dans un sac. Puis c'était mis dans un seau. Et c'était la contribution. Question. Avez-vous rejoint la révolution de votre plein gré? Ou avez-vous été contraint de rejoindre la révolution et le parti? Réponse. À l'époque, personne ne m'a contraint de le faire. Mon père m'a inspiré et m'a encouragé à transmettre du courrier pour le compte de ce groupe et c'est ainsi que je l'ai rejoint. Question. Avez-vous jamais vu ou êtes-vous jamais entré en contact avec les dirigeants du PCK dans le cadre de votre travail? Réponse. J'étais très jeune à l'époque, je ne savais pas qui était qui. J'ai rencontré certaines personnes qui occupaient un rang élevé dans le cadre de mes travaux. Mais les gens travaillaient dans la clandestinité. Question. De 1969 à 1975, combien de hauts dirigeants du PCK avez-vous rencontrés? Réponse. Mon père m'a demandé de travailler avec les hauts dirigeants. J'avais rencontré Sao Pim et j'avais rencontré d'autres personnes que je ne connaissais pas. Question.
Où avez-vous rencontré M. Saupem et en quelle année? Réponse. Quand j'étais messager, je l'ai vu chez lui et dans son bureau, mais c'était surtout dans la jungle. Question. De quoi vous a parlé M. Saupem à l'époque? Réponse. Saupem m'a parlé directement, m'a encouragé à rejoindre la révolution pour libérer notre classe. À l'époque, je ne savais pas quelle était cette classe. Question. Saviez-vous quelles étaient les fonctions de Saupem? Réponse. J'aimerais aussi dire clairement que je ne savais pas ce qu'il faisait. Mais on disait qu'il était rattaché à une section, comme la section 10 ou la section 20. Question. Et quand avez-vous rejoint les ligues de la jeunesse du PCK? Réponse. Je suis devenu membre de la Ligue de la jeunesse, je pense, en 1973. Question. Êtes-vous devenu membre du PCK? Réponse. Je suis devenu membre après 1975. Question. Après 1975, quand vous êtes devenu membre du parti, êtes-vous devenu membre de votre plein gré ou avez-vous été forcé? Réponse. Je l'ai fait de mon plein gré. Mais je pense que que l'on m'a fait devenir membre car ils avaient besoin de membres. Question. J'aimerais maintenant parler des politiques du PCK vis-à-vis du bouddhisme. Vous avez dit qu'entre 1969 et le 17 avril 1975, vous aviez travaillé. Avez-vous remarqué si la politique du parti au sujet de la religion a été mise en œuvre et de quelle façon? Réponse. J'ai remarqué que pendant la période du PCK, j'étais communiste. Et on s'attendait à ce que les communistes fassent de leur mieux pour lutter contre la corruption. Mais avant 1972, il n'y avait pas de mauvais traitement. Pour des questions de religion. Mais après 1975, la politique a été plus dure. Question. Concernant le traitement réservé à la religion, y avait-il de documents
faisant état d'une politique particulière ou était-ce des instructions verbales? Réponse. En 1972, je n'ai jamais vu de document sur le sujet de la religion, mais j'ai remarqué que dans les séances d'études, les dirigeants disaient qu'il ne fallait pas considérer les affaires religieuses comme une tâche principale et que les moines étaient c'était du gaspillage en fait. Il fallait vêtir les moines et qu'il fallait utiliser les ressources de façon efficace. Et c'est ce que j'ai entendu dans les séances d'études. C'est ce que les dirigeants ont dit. Question. Savez-vous pourquoi l'on a interdit le bouddhisme? Réponse. Comme je l'ai dit, je ne savais pas quel était l'objectif de cette politique. Mais on nous disait de temps à autre que l'ordination des moines était une perte de temps. Question. Avez-vous jamais considéré que les adeptes du bouddhisme étaient des adversaires? Réponse. Ils n'ont jamais accordé aucune valeur à l'apport du bouddhisme à la société. Le Président, vous avez la parole, maître. Oui, Monsieur le Président, je suis désolée d'intervenir à nouveau, toujours pour le problème de la vitesse de l'intervention des différents locuteurs. En français, nous sommes en somme toujours à la réponse du témoin quand la question de Monsieur le coprocureur est posée. Donc vraiment, j'insiste sur cette nécessité de marquer une pause parce que sinon nous sommes vraiment trop à l'arrière. Le Président, je vous remercie, maître. La Chambre a rappelé au parti maintes reprises de ce fait et que les partis devraient donc garder à l'esprit qu'il faut marquer une pause entre les questions et les réponses. La Chambre suggère donc à la partie qui interroge le témoin ou la partie civile, garde cela à l'esprit. La Chambre rappelle aussi au procureur que la persécution religieuse pour des motifs religieux ne fait pas partie de la portée de ce procès. Nous étudions la persécution pour motifs politiques et les évacuations, phase 1 et 2. La Chambre rappelle donc à l'accusation de ne poser des questions que sur les sujets pertinents pour la procédure en cours, à savoir le dossier 002/01. La Chambre a déjà indiqué que la portée du procès est déjà
indiqué dans l'ordonnance de disjonction. La semaine dernière, la Chambre a remarqué que les questions posées par le co-avocat principal pour les parties civiles, que le co-avocat principal pour les parties civiles posait des questions qui sortaient du cadre du procès. Et nous ne sommes pas intervenus, mais aujourd'hui, la Chambre demande à l'accusation de ne pas agir de la sorte. Le procureur. Monsieur le Président et Madame, Messieurs les juges, dans l'ordonnance de clôture, les questions religieuses sont abordées. C'est pourquoi je souhaitais en discuter avec la partie civile. J'aimerais maintenant parler d'un autre sujet, notamment les affaires médicales à Phnom Penh. Monsieur pouvez-vous nous dire combien de temps a duré votre formation en médecine à Phnom Penh? Réponse. Hier, dit la partie civile, j'ai indiqué que je suis allé à Phnom Penh pour 1 an, mais je n'ai suivi de formation que pendant 9 mois, même si le programme de formation devait en durer 12. Question. La semaine dernière, vous avez dit que vous travaillez dans le secteur 20. En quoi consistaient vos fonctions? Réponse. Quand je travaillais dans le secteur 20, au début, j'étais médecin et j'étais jeune. J'avais donc 2 statuts. Question. Combien de temps avez-vous travaillé dans le secteur 20? Réponse. Dans le secteur 20, comme je l'ai dit, j'ai commencé à y travailler assez tôt. Mais à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi je devais faire ce travail. Pour moi, la motivation principale était de pouvoir servir la nation. Mais je n'ai pas pris note du moment où j'ai commencé à travailler. Si vous me demandez combien de temps j'ai travaillé exactement, je ne peux que vous donner des approximations. Question. Passons aux événements postérieurs à avril 1975. Vous avez assisté à des formations à l'hôpital khmero-soviétique. Combien de sessions avez-vous suivi? Réponse. Je ne me souviens pas. L'interprète se reprend. Combien de stagiaires y avait-il? Réponse. Je ne me souviens pas bien. Il devait y avoir environ 1000 stagiaires ou un peu moins. Question. D'où venaient les stagiaires? Venaient-ils de toutes les régions du pays? Réponse. Monsieur le Président, le Centre avait énoncé des principes en vertu desquels les médecins venaient des différents secteurs et hôpitaux du pays et devaient venir se faire former.
les directeurs, directeurs adjoints et chefs de département des hôpitaux, des secteurs et des zones du pays étaient invités. Question. Est-ce que les stagiaires devaient posséder des compétences médicales particulières avant d'être invités à ces formations? Réponse. L'hôpital du 17 avril était considéré comme l'hôpital du parti. On l'appelait l'hôpital du parti. Et ceux qui étaient invités à des formations étaient des gens qui avaient une pratique de la médecine dans les zones et secteurs. Question. Quel âge avaient les stagiaires? Réponse. Ils devaient avoir plus de 20 ans. Ils avaient plus de 20 ans. C'était des médecins qui avaient une activité et des membres de la Ligue de la jeunesse du pays étaient invités aux formations. Voilà ma réponse. Question. De quelle façon le recrutement se faisait-il? Les stagiaires étaient-ils recrutés dans différentes classes, comme par exemple les paysans, la classe moyenne? Réponse. D'après mes observations, il n'y avait pas de discrimination de classe pour ce recrutement des stagiaires, mais en général, c'était des enfants de cadre. Question. Qu'en est-il de la structure de l'hôpital du 17 avril? Je parle ici de l'hôpital khmero-soviétique. Vous avez assisté à ces formations? Réponse. Je ne faisais pas partie du personnel de l'hôpital. J'étais stagiaire participant aux formations. Je ne connaissais pas bien la structure de l'hôpital. Question. Qui étaient les dirigeants de l'hôpital et de combien de sections celui-ci se composait-il? Réponse. Cet hôpital comportait différentes sections. Je ne savais pas combien exactement, mais je me souviens de leurs noms. En fait, la répartition se faisait par spécialisation. Il y avait le département de la chirurgie, de la gynécologie, de la dentisterie. Il y avait aussi un département de médecine générale
Concernant les bâtiments, il y avait un bâtiment de l'administration destiné aux cadres, aux membres du parti. Il y avait un autre bâtiment qui était destiné aux stagiaires. Et c'est là qu'avaient lieu les formations. Question. Comment s'appelaient les dirigeants de l'hôpital? Réponse. À ma connaissance, Madame Lindsay était la directrice et Chun Chun était la personne à laquelle les autres devaient faire rapport. Quant aux autres, il y avait de nombreuses sections, par exemple la section de chirurgie, la section de lutte contre le paludisme, et chaque section avait son directeur. Il y avait donc une division des sections en fonction des spécialisations. Question. À quel ministère l'hôpital était-il rattaché? Réponse. C'est quand j'étais dans les bases que je l'ai appris. J'ai appris que l'hôpital dépendait du ministère des Affaires sociales et de la Santé. Question. Pouvez-vous préciser qui était ministre des Affaires sociales et qui était ministre de la Santé? Qui étaient les ministres adjoints respectifs? Réponse. À l'époque, je ne savais pas qui étaient les ministres et les vice-ministres. Je croyais comprendre que c'était le ministère des Affaires sociales qui était responsable. Monsieur Chun Chun était chargé des affaires de santé. Bien sûr, quand je parle de santé, cela désigne à la fois la médecine et les médicaments. Question. À l'époque, saviez-vous qui était ministre des Affaires sociales? Réponse. Non. Question. Quand vous suiviez les formations médicales à l'hôpital khmero soviétique, avez-vous vu des dirigeants qui seraient venus s'adresser aux stagiaires? Réponse. Je ne savais pas bien qui étaient les dirigeants quand des gens venaient prendre la parole devant les stagiaires. Mais à l'époque, j'ai eu l'occasion d'aller à la section d'éducation politique à Borei Keila. J'y ai passé un mois ou deux. Question. Avez-vous jamais assisté à des réunions organisées par l'hôpital khmero soviétique ou par le ministère des Affaires sociales? Réponse.
À l'époque, je n'ai assisté à aucune réunion. Et ce, parce que j'étais en train d'étudier et que je m'occupais des étudiants. J'étais président d'un groupe d'étudiants et j'avais donc beaucoup à faire. J'avais beaucoup d'activités à accomplir et celle-ci exigeait toute mon attention. Question. En assistant aux formations à l'hôpital, avez-vous entendu des dirigeants qui seraient venus prendre la parole devant les stagiaires alors que vous étiez étudiant sur place? Réponse. Je me souviens d'une chose jusqu'à ce jour. C'est que la formation se faisait en fonction du niveau des participants. À l'époque, j'étais le leader des étudiants. Je devais donc accroître la participation des étudiants en formation. On nous disait que nous devions savoir que faire et que nous devions être responsables de notre travail. À l'époque, je n'ai pas pris la peine d'analyser les raisons pour lesquelles je devais faire telle ou telle chose. Mais à l'époque, les dirigeants nous disaient de nous occuper de nos affaires et d'être responsables de nos activités. On nous disait par exemple que les médecins devaient s'occuper de médecine et que si nous faisions partie de l'équipe politique, nous devions comprendre la ligne politique. Je devais donc être très vigilant, car je devais aussi répondre de mes actes envers le parti. Question. Qu'en est-il du programme de formation des cours à l'hôpital et qui était chargé d'élaborer ces programmes? Réponse. Laissez-moi répondre en deux temps. Tout d'abord, la formation politique et deuxièmement, l'aspect technique. Premièrement, nous formions des étudiants qui étaient membres du parti ou de la Ligue de la jeunesse. Ils devaient comprendre quel était leur rôle au sein du parti. Ils devaient savoir que devaient faire les partisans du communisme en suivant la tendance politique dans le pays. Nous devions donc adhérer à la ligne du grand bond en avant dans le cadre du communisme en tant que membre du parti. Nous avions certaines responsabilités. Si nous étions médecins, nous avions des responsabilités à assumer. On disait par exemple que nous devions adhérer à la ligne du parti, quelle qu'elle soit. Toutes les décisions du parti, nous devions y obéir sans protester. Question. La semaine passée, vous avez dit qu'il y avait eu des arrestations à l'hôpital khmero-soviétique. Est-ce que des informations ont circulé sur l'arrestation de certaines personnes à l'hôpital? Et si oui, en a-t-on parlé au cours de réunions? Réponse. Voici ma réponse. Je dois veiller à ne pas m'écarter de la question qui nous occupe. On nous disait à l'époque que nous ne devions pas outrepasser nos responsabilités. On nous disait que nous étions responsables de notre propre travail.
J'ai aussi parlé de ma participation aux activités du parti. J'avais certaines informations. J'ai assisté à des arrestations et par le bouche à oreille, j'en ai entendu parler, même si les gens en parlaient secrètement. Nous devions être très vigilants en permanence. Nous devions obéir aux instructions du parti. Et je n'ai pas osé remettre en cause les raisons pour lesquelles ces gens avaient été arrêtés. Question. Au cours des réunions auxquelles vous avez assisté, avez-vous entendu quelqu'un donner des explications concernant les arrestations ou concernant les ennemis du PCK? Bref, a-t-on parlé des traîtres ou des ennemis du PCK au cours de ces réunions? Réponse. Mes excuses. J'hésite un peu à répondre à la question. Non pas que j'ai peur, mais j'ai des problèmes de bouche. J'en ai entendu parler au cours des sessions politiques organisées à Morekeila. Question. Je voudrais à présent parler des ennemis et de la dénonciation de personnes qui ont été arrêtées par le parti. Qui a ordonné l'arrestation de médecins ou de formateurs à l'hôpital Khmero soviétique où vous avez assisté à des réunions? Est-ce que vous le savez? Réponse. Pour ce qui est de l'arrestation ou du projet d'arrêter certaines personnes, je n'en savais rien. Cela dit, j'en ai été témoin. Madame Lindsay était la femme de Tiv Hall. Elle était formatrice pour les questions politiques et médicales. Elle était aussi chargée de l'hôpital. J'ai entendu parler d'une arrestation et j'en ai été témoin moi-même. Mes amis aussi en ont parlé entre eux. Question. Vous avez donc été témoin de gens qui se faisaient arrêter? Est-ce que ces gens étaient emmenés en camion? Par quels moyens ces gens arrêtés étaient emmenés de l'hôpital? Réponse. Je voudrais raconter ce dont j'ai été témoin. Les gens venus procéder à des arrestations à l'hôpital ont arrêté certaines personnes, mais je ne sais pas s'il s'agissait d'étudiants ou de membres du personnel médical ou d'étudiants des autres. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'on a arrêté à la fois des médecins et des stagiaires. Les gens arrêtés ont été embarqués dans des camions qui étaient prêts devant l'hôpital. Mais je ne sais pas où ces gens ont été emmenés. Question. Avez-vous jamais vu Pol Pot, Ieng Sary, Nuon Chea ou Khieu Samphan alors que vous y étiez?
Réponse. J'ai rencontré ces 4 personnes, mais très brièvement, alors que j'assistais à des formations politiques à Boré Keïla. Question. Et à l'hôpital, avez-vous vu que Sampan, Nonchea, Ieng Sari ou Pol Pot sont-ils allés à l'hôpital? Ont-ils pris la parole devant les stagiaires lors des cours auxquels vous assistiez? Réponse. Non. Là-bas, je ne les ai jamais vus. Je ne les ai jamais vus à l'hôpital. Question. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions à ce sujet? Est-ce que des camions avaient été envoyés par le ministère des Affaires sociales ou de la Santé, ou bien est-ce que les camions appartenaient à l'hôpital lui-même? Et avez-vous vu ces camions emmener les gens qui avaient été arrêtés à l'hôpital? Réponse. En réalité, je n'ai jamais vu ça de mes propres yeux. Je n'ai jamais vu des camions emmener les gens qui avaient été arrêtés. En général, l'ambulance de l'hôpital était sur place et je n'ai pas vu de camion à l'intérieur. Question. À l'hôpital, deviez-vous vous conformer à certaines instructions ou à une politique fixée par le parti concernant la pratique médicale? Autrement dit, est-ce que le parti donnait des instructions particulières? Réponse. Je ne veux pas prendre parti, mais sincèrement, quand j'assistais aux cours de formation à l'hôpital khmero-soviétique, sur le plan technique, il n'y avait pas d'exposé sur la torture, par exemple, ou sur le fait de choisir son camp. Nous, en tant que médecins, nous devions être neutres et être généreux. Voilà le contenu de la formation que nous recevions sur le plan technique. Question. Qu'en est-il des décisions du PCK, des hauts dirigeants, des dirigeants de niveau intermédiaire qui faisaient passer les instructions aux gens du niveau inférieur? À l'échelon inférieur, était-on tenu de respecter les décisions? Ou bien est-ce qu'à l'échelon inférieur, il était possible de s'opposer aux ordres donnés? Leur était-il possible de donner leur avis sur les décisions rendues par l'échelon supérieur? Réponse. Je vais vous dire la vérité. Je me suis toujours dit que je vais dire la vérité devant la Chambre. J'ai entendu parler d'une dictature, et ce,
dans le cadre de ce que j'ai vu, non pas que je comprenais ce terme. À l'époque, ce que le parti disait était différent de ce qu'il faisait. Pour ce qui est du ministère de la Santé, par exemple, on disait qu'il fallait être généreux en tant que médecin, et ce envers les patients. On nous disait qu'il fallait obéir aux ordres du parti et que quiconque s'opposait aux décisions du parti serait considéré comme un traître. Question. S'agissant de la ligne politique du PCK et du code de conduite du personnel médical, est-ce que ce personnel médical devait respecter les décisions prises par le parti, ou bien est-ce que les médecins étaient libres d'exercer leur profession Bref, aviez-vous certaines prérogatives dans le cadre de la mise en œuvre de vos activités en tant que médecin, ou bien est-ce que vous deviez vous conformer aux instructions du parti en toutes circonstances? Réponse. Monsieur le Président, d'après ce que j'ai observé à l'époque, le parti était plus intéressé par le respect de la discipline que l'intérêt et les vies des êtres humains. Question. Êtes-vous en mesure de confirmer si parmi les étudiants ou les formateurs, les gens avec qui vous travailliez avant 1975 vous ont donné de la formation après 75? Réponse. Je ne sais pas si les personnes instruites étaient traitées de façon différente. Mais ceux qui formaient étaient ceux qui étaient associés au cadre. À l'époque, toute personne dont le parti avait besoin pouvait participer à des séances d'études et l'on n'étudiait pas leur biographie avec soin. Si quelqu'un voulait devenir médecin, eh bien, ou s'ils avaient besoin de médecin plutôt, eh bien, ils l'envoyaient à apprendre la médecine. Et j'ai su que les gens ne pouvaient participer aux séances d'études que s'ils avaient des connaissances ou un membre de leur famille travaillant pour le PCK. Question. Donc, vous ne savez pas si les gens... Est-il juste de dire que les formateurs n'avaient pas nécessairement de formation universitaire en médecine? Réponse. Je ne sais pas si les gens qui donnaient les formations étaient instruits.
Mais ceux qui étudiaient la médecine étaient en 3e année. បាទសូមអរគុណតើក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកទៅរៀននៅពេទ្យខ្មែរសូវៀតឬក៏ Question. À l'époque où vous avez étudié la médecine à l'hôpital khmero-soviétique, vous a-t-on jamais demandé de rédiger une biographie? Réponse. En effet, l'on demandait aux gens de rédiger leur biographie, car on voulait savoir d'où l'on venait et ce que l'on faisait. Et à l'hôpital, on a demandé en effet à certaines personnes de rédiger leur biographie. Question. Pourquoi les gens devaient-ils écrire leur biographie à l'hôpital? Réponse. Je ne sais pas pourquoi. Mais, comme je l'ai dit, le secrétaire du secteur 20 le savait déjà. Car il a utilisé un autre nom que mon vrai nom. Le secrétaire du secteur avait déjà changé mon nom et n'utilisait jamais, enfin ne m'appelait jamais par mon nom d'origine et m'a demandé de ne pas m'en servir non plus. Donc, il semblerait qu'il connaissait certains détails de ma vie avant que je puisse participer à la séance d'études. On m'a permis de faire preuve de reconnaissance envers mes parents. À l'époque, on m'appelait Ip. Pas Ip-un, mais Iplon. Iplon était mon autre nom. M-un était le nom que je n'étais pas censé utiliser à l'époque. On a changé mon nom pour cacher mon identité. Le procureur. Merci beaucoup. J'ai 3 autres questions à vous poser. Combien de fois vous a-t-on demandé d'écrire votre biographie? Réponse. Je ne l'ai écrite qu'une seule fois, à l'époque où j'ai étudié à l'hôpital. Question. Les cadres supérieurs vous ont-ils donné des instructions quant à la façon de rédiger votre biographie? Réponse. Je n'ai pas reçu d'instruction de la part des cadres. On m'a simplement demandé de l'écrire. Le procureur. Merci. J'ai une dernière question à vous poser. Monsieur M. Alors que vous étiez étudiant à l'hôpital khmero-soviétique, pouvez-vous nous décrire les conditions
lesquelles vivaient les étudiants? Comment étaient-ils traités? Et de quoi vous ont-ils parlé? Réponse. Je parle ici des gens provenant des zones. À l'époque, les gens ne disaient pas la vérité. Il n'y avait pas d'échange, en fait, de conversation de politesse où nous n'avions pas le temps de discuter, car ils avaient tous peur. Et ils n'aimaient pas s'amuser. ដាច់ខាតទៅទៅឡើងឡាននេះឯងហើយ Et donc, faisait très attention de ne pas faire d'erreur. Après la formation, les gens étaient renvoyés dans leurs zones respectives. Donc, personne ne parlait de sa zone. Je dirais donc que l'on s'attendait des étudiants qu'ils fassent ce que le parti voulait qu'ils fassent. Le procureur, merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame les juges. Monsieur M1, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Et j'aimerais maintenant laisser la parole à mon confrère, qui poursuivra l'interrogatoire de la partie civile. Merci, Monsieur le Président, et bonjour, Mesdames et Messieurs les juges, et bonjour à tout le monde, et en particulier à Monsieur la partie civile. Je n'aurai que des questions concernant l'éducation politique à Borey Keila. Monsieur M1, vous avez dit dans votre demande de constitution de partie civile que vous avez été envoyé à Borey Keila pour une session d'éducation politique lorsque vous étiez en formation à l'hôpital du 17 avril. À l'audience de jeudi dernier, en tout cas la traduction française de votre déclaration semblait indiquer que vous auriez assisté à plusieurs sessions d'éducation politique à Borey Keila. Est-ce que vous pourriez repréciser le nombre de sessions? Vous aviez dit que celle durait de 7 à 10 jours. Donc le nombre de sessions auxquelles vous auriez pris part à Borey Keila. Est-ce que c'était une seule ou est-ce que c'était plusieurs? Est-ce que vous pourriez clarifier ce point? Réponse. Il y en a eu plusieurs. Mais ces sessions n'étaient pas pour moi, mais pour d'autres. Moi, je n'ai participé qu'à une seule session. Merci. À la session à laquelle vous avez participé, est-ce qu'il y avait d'autres cadres de l'hôpital du 17 avril ou d'autres stagiaires qui y ont assisté? Ou étiez-vous tout seul venant de l'hôpital khmero-soviétique? Réponse. Je ne sais pas qui a participé aux sessions, car je ne connaissais pas beaucoup de gens à l'hôpital à l'époque. Moi, j'y ai participé car le parti voulait que je participe aux séances de formation politique, et c'est tout. Merci. Vous avez donné à l'audience de jeudi dernier les noms de Yun Yat, Pol Pot, Nun Chia, Khieu Samphan et Hun Nim, comme faisant partie des dirigeants qui avaient pris la parole ou fait des discours lors de la session d'éducation politique à laquelle vous avez assisté. Et vous aviez dit qu'en ce qui concerne Ieng Sary, vous n'en étiez plus certain. Comment
les dirigeants du PCK vous ont-ils été présentés lors de cette session de formation? Est-ce qu'ils ont donné eux-mêmes leur nom ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dit quels étaient leurs noms? Comment vous savez qu'ils s'appelaient Yoon Yat, Pol Pot, Nunchia, Khieu Samphan et Hu Nim? Réponse. Le comité des sessions politiques les a présentés avant le début de la session. Avant le début des sessions, les formateurs étaient présentés aux étudiants. Merci. Et à cette époque, au moment où vous avez reçu l'enseignement, par exemple, de Pol Pot, est-ce que vous saviez quel rôle il jouait dans la hiérarchie du parti et au sein du régime du Kampuchea démocratique? Réponse. À l'époque, je savais que Pol Pot était le secrétaire du parti. Et à l'époque, que saviez-vous de M. Nunchia? Connaissez-vous ses fonctions au sein du parti? Réponse. Nuon Chea était le président de l'Assemblée des représentants du peuple. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on vous a dit à la session à Borei-Kela ou bien que dont vous aviez déjà connaissance avant même de vous rendre à Borei-Kela? Je le savais avant de participer. C'est le secrétaire de la zone qui m'avait dit que Nuon Chea était devenu président de l'Assemblée. Et que saviez-vous de Khieu Samphan au moment de cette formation d'éducation politique à Borei-Kela? Je connaissais la position de Khieu Samphan avant les séances d'études, car le secrétaire de la zone m'avait dit que Khieu Samphan était président du Présidium de l'État. Alors, juste pour confirmer, savoir si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, donc, lorsque vous étiez à Borei-Kela, est-ce que c'était la toute première fois que vous voyiez Pol Pot, Nunchia et Khieu Samphan, ainsi que les autres dirigeants? C'est exact. C'est la première fois que je les ai vus. Merci. Alors, essayez de vous rappeler le premier jour de cette session d'études. Vous avez dit que le comité des sessions politiques vous avait présenté les différents orateurs. Est-ce que l'ensemble de ces dirigeants se trouvaient là, réunis à l'ouverture de la formation le premier jour? Ils étaient là au début, tous ensemble. Est-ce que Nunchia et Khieu Samphan ont assisté à la présentation ou
au discours qui a été prononcé par Pol Pot le premier jour. Le premier jour, M. Pol Pot a fait le discours d'ouverture. D'accord. Et donc, lors de ce discours d'ouverture, est-ce que vous avez remarqué que Sinunchea ou Khieu Samphan était bien présent, puisqu'il venait d'être présenté par le comité des sessions politiques? Est-ce qu'ils sont restés pour assister au discours de Pol Pot ou bien sont-ils partis avant? Tous, y compris Khieu Samphan, Pol Pot, Nuon Chea et les autres qui étaient sur la scène, sont tous restés là pendant la réunion. Merci. Je vais revenir à ce que Pol Pot a dit, mais j'ai une question préliminaire, c'est générale concernant la manière dont se déroulait cette session d'études politiques. Est-ce que vous-même ainsi que les autres participants, étiez-vous libre d'intervenir, de poser des questions aux dirigeants ou d'échanger des points de vue sur les questions qui étaient débattues? Non. Aucun d'entre nous ne pouvait dire quoi que ce soit. Est-ce que les dirigeants vous posaient parfois des questions, vous invitaient à interagir avec eux, à échanger des idées, ou bien c'était seulement des discours et vous deviez vous contenter d'écouter? Pendant les sessions d'études politiques, nous ne faisions qu'écouter. Personne d'autre ne pouvait dire quoi que ce soit, à part les hauts dirigeants. Merci. Concernant l'intervention de Pol Pot, donc le premier jour, je voudrais, avec l'autorisation de Monsieur le Président, donner lecture d'un passage de votre formulaire de constitution de partie civile qui porte la référence D22/3963. Et si l'on peut afficher à l'écran également ce document, en anglais à la page 7, en français à la page 16 et en khmer, c'est la page 005739778. Et j'ai un exemplaire à la disposition de Monsieur la partie civile s'il ne l'avait pas devant lui. Le président. La parole est à la défense de Nuon Chea. Maître Parr, merci, Monsieur le Président. Dans les derniers mois, l'accusation a adopté une pratique qui, je pense, est la bonne, c'est-à-dire de demander au témoin ce dont il se souvient, puis, s'il ne s'en souvient pas, comme il l'a dit dans le passé, par exemple dans le cas de ses déclarations devant les juges d'instruction, ou dans ce cas-ci, sa demande de constitution de partie civile, eh bien, on peut lui rafraîchir la mémoire s'il ne s'en souvient pas en lui lisant un extrait de ses déclarations précédentes. On ne saurait demander au témoin de simplement valider ses déclarations précédentes ou d'influencer sa déposition par ce qu'il a dit. Cela, en effet, viendrait brouiller le souvenir du témoin. Je suggère donc que l'accusation poursuive dans la pratique qu'elle a établie,
et qui est la bonne, c'est-à-dire de poser une question au témoin, de lui demander ce dont il se souvient. Avec votre permission, Monsieur le Président, si je peux répondre, je crois qu'il s'agit d'une pratique qui est valide ici. Il ne s'agit pas uniquement de demander à la partie civile de valider ce qu'il a déjà écrit lui-même. Je voudrais poser des questions supplémentaires par rapport à ce qui a été dit tant dans ce formulaire et, en tout cas pour une grande partie, qui a été déjà confirmé à l'audience de jeudi dernier. Donc je demande à Monsieur le Président de pouvoir lire un passage et de poser des questions supplémentaires par rapport aux termes utilisés par la partie civile. Le Président. Allez-y. Je crois, Monsieur la partie civile, que c'est votre écriture. Je vais citer ce passage. Il est dit ceci. Le premier jour, Pol Pot a avant tout donné un cours sur la politique révolutionnaire, au cours duquel il a parlé de la politique du grand bond en avant. Il a ainsi expliqué, et vous citez Pol Pot, pour parvenir à ce grand bond en avant, il faut bien distinguer les amis des ennemis, sans tenir compte qu'ils sont nos frères et sœurs ou nos parents. Pour être en conformité avec ce grand bond en avant de l'encart, il faut anéantir ceux qui sont nos ennemis. Et je vais m'arrêter là. J'ai une première question qui porte sur le grand bond en avant. Vous avez dit jeudi dernier, et dans le brouillon, la transcription de l'audience du 23 août, cela se trouve vers 14h22 à 14h24, vous avez dit que vous avez appris durant la formation politique comment influencer la mentalité du peuple afin qu'il s'aligne sur la politique du grand bond en avant. Et vous avez dit également à l'audience jeudi qu'il s'agissait de passer de la démocratie au communisme sans passer par le socialisme. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que Pol Pot ou les autres dirigeants vous ont dit pour réussir dans la vie de tous les jours à influencer la mentalité du peuple pour qu'il adhère au grand bond en avant? Est-ce que vous avez compris, monsieur le témoin, monsieur la partie civile? Eh bien, je ne souhaite pas ajouter quoi que ce soit, car j'ai dit la vérité dans cette déclaration, et c'est déjà assez complet. Une question complémentaire. Vous avez dit que selon Pol Pot, quiconque ne savait pas effectuer le grand bond en avant serait considéré comme un ennemi. Est-ce qu'on vous a dit comment on pouvait voir lorsque quelqu'un n'était pas capable d'effectuer ce grand bond en avant? Selon vos observations, comment pouvait-on savoir si quelqu'un faisait le grand bond en avant ou ne le faisait pas? Dans ma demande, j'ai indiqué clairement que pour identifier qui était communiste et qui s'y opposait ou s'opposait au PCK, je l'ai déjà dit dans ce document. Maintenant, l'accusation montre ce même document. Je dirais donc que c'est la vérité.
l'époque, le parti devait éliminer les ennemis et se fondait sur le rendement des gens. Par exemple, si je participais à une session d'études politiques et que je travaillais mal, je serais considéré comme un ennemi. Donc toute personne qui s'opposait au parti ou qui bloquait même, qui faisait obstacle aux affaires du parti, qui s'y opposait, ces personnes étaient alors considérées comme des ennemis ou des traîtres envers le parti. J'aimerais que vous expliquiez, monsieur le témoin, dans l'extrait que j'ai lu et les paroles qui sont attribuées à Pol Pot, vous avez dit qu'il fallait distinguer, que Pol Pot disait qu'il fallait distinguer les amis des ennemis, sans tenir compte du fait qu'ils sont nos frères et sœurs ou nos parents. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que cela voulait dire? Cela veut dire que c'était la politique du parti qui nous avait été enseignée et on devait la suivre. Peu importe les liens de parenté, cela signifie que si nos parents trahissaient le parti ou étaient ennemis du parti, il fallait se conformer à la politique du parti et il fallait que je considère mon père comme traître. Si l'on me demandait de tuer mon père pour trahison envers le parti, et le parti pourrait ainsi mettre mon courage à l'épreuve. Et selon la politique du parti, il aurait fallu que je le fasse. Le parti n'accordait donc aucune importance aux liens de parenté. Et n'était intéressé que par la mise en œuvre des politiques. Le président. Merci à l'accusation et à la partie civile. Le moment est opportun pour marquer la pause matinale. Nous allons donc interrompre l'audience pour 20 minutes. Reprise 11h moins 10.